Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Puissance Maths Jihad Saab. Aujourd'hui, je vais essayer de finir un thème très important qui est la continuité, la dérivabilité, théorème des valeurs intermédiaires. Jusqu'à maintenant, j'en avais fait, je pense, 6 vidéos sur ce thème-là, mais c'est un thème assez grand. Et aujourd'hui, je voudrais parler, ou bien dans cette vidéo, je veux parler de l'étude de variation et sa relation avec la dérivée. Dérivée d'ordre supérieur, notamment la dérivée seconde, fonction convexe et fonction réciproque. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire en une vidéo, en une seule, mais sinon, je ferai une deuxième et même une troisième vidéo aussi pour les applications sur ces thèmes-là. Bon, déjà pour l'étude de variation et sa relation avec la dérivée, ben, tout le monde sait que si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Mais je vais juste vous dire pourquoi on a ça. Hein. Pourquoi on a ça? Parce que, bon, je vais considérer une fonction f qui est dérivable sur un intervalle i. Donc, f, une fonction dérivable sur un intervalle i, hein, sur un intervalle i qui est AB. Et pour x appartient i, c'est quoi la dérivée au point x? C'est la limite lorsque n'importe quelle autre variable générique tend vers x, f de x moins f de x sur x moins x. Donc ça, déjà, la définition de la dérivée. Maintenant, qu'est-ce que c'est une fonction, hein? Donc ça, c'est quoi la définition de la dérivée? Qu'est-ce que c'est une fonction f qui est croissante? Une fonction croissante sur un intervalle i, donc f croissante sur i, si pour tout x plus petit que y, x, y appartient à i, on a fx plus petit que fy. Donc, si vous avez x plus petit que y, vous appliquez f à cette inégalité, vous ne changez pas l'inégalité. Hein. Bon, quand je dis strictement plus petit, c'est strictement c'est strictement croissante. Donc, quand je dis croissante, c'est que l'inégalité ne change pas. Et quand je dis décroissante, c'est que l'inégalité change. Bon, dans cette remarque, ou bien dans cette définition, vous avez x plus petit que y. Si votre fonction fait comme ça, hein, si votre fonction fait comme ça, bah, vous allez trouver que fx, il est là. Naturellement, il est quoi? Plus petit que quoi? Que f de y. Donc, à chaque fois que vous prenez x est plus petit que y, vous appliquez f, vous avez fx plus petit que fy. L'inégalité ne change pas. Par contre, lorsque vous dites f est décroissante sur i, si pour tout x plus petit y, xy appartient à i, on a, si j'applique f, l'inégalité change, comme cette figure-là. Hein? Ça, c'est x plus petit que y. Votre fonction fait comme ça, ben vous remarquez que fx, il est quoi? Il est plus grand que fy. Donc, déjà, maintenant, on connaît la définition de la dérivée, on connaît la définition de la croissance, on connaît la définition de la décroissance. Bien sûr, lorsque je dis f est monotone, monotone veut dire ou bien f est croissante, ou bien f est décroissante. Bon, maintenant, je vais voir le lien entre la dérivée et la croissance. Je suppose que f est une fonction, hein. Donc je suppose que f dérivable croissante sur i. Et je vais montrer que la dérivée est positive. Hein. On va montrer que f' est positif pour tout x appartient à i. Hein. Pour tout x appartient à i. C'est ce que je vais vous montrer. Bah, j'écris la définition de f'x, qui est la limite lorsque grand x tend vers x, f de grand x moins f de petit x sur grand x moins petit x, qui est la définition de la dérivée. Et maintenant, x tend vers x. Hein? Donc, ça c'est x, je dis grand x
tend vers x. Soit grand x va venir de ce côté, soit grand x va venir de ce côté. Je vais distinguer les deux cas. Et dans les deux cas, la dérivée doit être positive. Donc, dans le premier cas, je dis, je cherche si x tend vers x moins de ce rapport, fx moins fx sur x moins x, bah, naturellement, vous avez x plus petit que x, parce que x tend vers x moins, c'est-à-dire x moins x est négatif. Mais comme vous avez dit que vous avez une fonction f qui est croissante, lorsque vous appliquez la fonction f, l'inégalité ne change pas, hein, ici, car f est croissante. Hein. J'ai utilisé la croissance de f. Donc, c'est-à-dire fx moins fx est quoi? Est aussi négatif. Donc, du coup, vous avez un numérateur négatif, vous avez un dénominateur négatif. Donc, le rapport devient quoi? Positif. Maintenant, si vous cherchez la limite lorsque x tend vers x plus de ces rapports, vous devez avoir le même résultat. Aussi, une dérivée quoi? Positif sur x moins x. Dans ce deuxième cas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez x plus grand que x, ce qui fait que x moins x positif. Mais ce qui fait, vu que f est croissante, que lorsque j'applique f à l'inégalité ne change pas, c'est-à-dire fx moins fx est quoi? Est positif. Et là, vous avez un numérateur positif et un dénominateur positif, donc le rapport est positif. Donc c'est ça le lien entre f dérivable croissante et f' positif. Faites la même chose avec f décroissante, hein, et vous montrez que f' est quoi? Est négatif. Utilisez la même définition de la dérivée, vous distinguez les deux cas. X tend vers x moins, donc x est plus petit que x, c'est-à-dire x moins x négatif. Mais lorsque vous passez à l'application de f sur l'inégalité, vous changez l'inégalité, car f est quoi? Est décroissante. Et cette fois-ci, la différence devient quoi? Positif. Et là, vous avez un numérateur positif sur un dénominateur négatif, et le résultat est quoi? Est négatif. La même chose lorsque vous passez limite x tend vers x plus, c'est que x est plus grand que x, c'est-à-dire la différence est positive, mais lorsque vous appliquez f à l'inégalité, l'inégalité change, et là, vous avez quoi? Une différence négative. Donc, vous avez un numérateur négatif, un dénominateur positif, donc le rapport est quoi? Est négatif. Donc, f dérivable décroissante et f' négatif, hein, sont synonymes. La réciproque aussi, ça peut se faire de la même façon. Donc, à partir de ce moment, vous savez pourquoi, pour une fonction dérivable, la croissance est liée à un signe positif de la dérivée, la croissance et la décroissance liées à un signe négatif de la dérivée. Ça, c'est la première chose à laquelle je voudrais parler. Et pour cela, on peut faire un exemple sur l'étude de variation, le tableau de variation, hein, parce que maintenant, on sait que ça a à voir avec la dérivée. Donc, je me donne la fonction x3 plus 4x2 plus 4x, étudier le sens de variation de f, donc il faut déjà étudier le signe de la dérivée sur R tout entier, parce que nous parlons du domaine R. Donc, je commence avec cette première question, je passe à l'autre après. Pour la limite de f en plus l'infini et moins l'infini, ben, il suffit, puisque c'est un polynôme, il suffit de prendre les termes dominants. Vous voyez qu'en plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, f tend vers plus l'infini. Si x tend vers moins l'infini, j'ai moins au cube, ça reste moins, parce que moins à l'absence, un nombre impair, c'est moins. Et infini au cube, c'est infini. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, fx tend vers moins l'infini. Bon. Pour l'étude des variations, donc, je dois chercher la dérivée. Il faut dire que cette fonction est dérivable parce que c'est un polynôme est dérivable sur son domaine. Et f est comme vous le savez, la dérivée de xn, hein, la dérivée de xn, c'est n x n-1. Donc, c'est la dérivée de x3, 3x2, plus la dérivée d'une constante, hein, de a xn'. Le a sort, c'est la dérivée de xn'. Hein.
Donc, c'est 4 fois la dérivée de x2 qui est 2x. Donc, ça va faire 8x plus 4x, la dérivée de ax, c'est a fois la dérivée de x, et la dérivée de x, c'est 1. Donc, plus 4. f' c'est 3x2 plus 8x plus 4. Et maintenant, je vais voir le signe, hein, de ce trinôme. Et pour étudier le signe, les signes de ce trinôme, vous n'avez qu'à faire quoi? Qu'à chercher delta, le discriminant, et pour voir s'il y a des racines ou pas. Bon, puisqu'il a fait vite, moi, je vais le faire lentement. Donc, je cherche delta, qui est b au carré, qui est 8, moins 4 fois a, qui est 3, fois c, qui est 4. Parce que donc ça fait 64, moins 4 fois 4, 16, 16 fois 3, 16 fois 3, ça fait 48, et ceci, ça va me faire 16. Ça va me faire 16. Donc, x1 égale moins b, donc moins 8, moins racine delta, c'est-à-dire racine de 16, c'est 4, sur 2a, donc 2 fois 3, ça va me faire moins 12 sur 6, c'est moins 2, et x2 égale moins b plus racine delta, racine de 16, c'est 4, sur 2a qui est 6, donc moins 4 sur 6, je simplifie, ça fait moins 2 tiers. Donc, vous avez un trinôme qui s'annule au point moins 2 et au point moins 2 tiers. Et le signe, comment je détermine le signe? Je regarde A, je dis même signe que A, c'est un 3A, donc positif. Hein? Donc, le signe de A, c'est positif. Même signe que A à l'extérieur de racine, signe contraire à l'intérieur de racine, et aux racines, la fonction s'annule, parce que ça s'appelle des racines. Pourquoi? Parce que les racines annulent la fonction. Donc, avant moins 2, f' est positif. Entre moins 2 tiers, f' est négatif. Après moins 2 tiers, f' est positif. Et maintenant, je peux vous montrer le tableau qui est ici. Donc, comme on a dit, avant moins 2, pour, à l'extérieur des racines, c'est positif. À l'intérieur, c'est négatif. Sur les racines, ça s'annule. Ça, c'est la dérivée. Lorsque vous dites dérivée positive, c'est que f est croissante. Lorsque vous dites dérivée négative, c'est que f est décroissante. Positive, croissante. Donc ça monte, ça descend, ça monte. Après, vous cherchez les valeurs sur le bord. Limite x tend vers moins l'infini, limite x tend vers moins l'infini de fx, puisque c'est un polynôme en l'infini, je prends le terme dominant, et ça va faire moins au cube, c'est moins, et infini au cube, c'est infini, donc moins infini. La même chose, limite fx lorsque x tend vers plus infini, c'est la limite de x3 en plus infini, donc plus infini au cube, c'est plus infini, c'est pour cela on a moins infini ici, plus infini ici, et les valeurs ici, bah, vous les cherchez, hein, il suffit de substituer f de moins 2, par exemple, c'est moins 2 au cube. N'oubliez pas de mettre le moins sous le cube, parce que c'est x au cube. Vous remplacez x par moins 2. Hein, il y en a beaucoup qui mettent moins 2 au cube. Ça, c'est faux. C'est le moins 2 qui est x, parce que c'est ça qui est x au cube. Hein, x au cube, c'est le moins 2 au cube. Plus 4 fois le moins 2 au carré, plus 4 fois moins 2. Et là, vous faites les calculs, le moins cube, c'est moins. Le moins au carré, c'est un plus. Et euh, moins, moins 2 au cube plus 4 ici. Ici, ça fait 16, parce que ça fait 4 fois 4, 16. Et ici, ça fait moins 8. Donc, moins 16, c'est 0. Et c'est comme ça que vous trouvez la valeur ici. Et la même chose, lorsque vous remplacez x par moins 2 tiers, vous allez trouver fx égale moins 3 sur 27. Et comme ça, j'aurai fait le tableau de variation. Dans la partie C, il vous dit montrer que f égale moins 1 admet exactement trois solutions. Admet exactement trois solutions. Bah, vous regardez que moins 1 dans cette partie, il est entre moins l'infini et 0. Donc, il y a une racine ici. Entre 0 et moins 32, donc 0, c'est moins 1 compris entre 0 et moins 32. Moins 32 sur 27. Moins 32 sur 27, c'est moins 1, quelque chose. Donc, le moins 1, c'est entre ces deux valeurs. Et puis, entre cette valeur qui est plus petite que moins 1
Et cette valeur qui est plus infinie, plus grande que moins 1, ben moins 1 comprend entre ces deux valeurs. Ainsi, une droite égale à moins 1 va traverser la courbe en 3 points différents. C'est pour cela on va dire qu'on a 3 racines. Et ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui nous le dit. Parce que votre courbe, elle va faire comme ça. Hmm. Au point moins 2, c'est un 0. Hmm. Au point moins 3 demi, moins 2 tiers, excusez-moi, moins 2 tiers, c'est quelque chose de plus petit que moins 1, c'est moins 1, quelque chose. Hmm. Donc le moins 1, c'est ici. Et après, au point plus infini, c'est plus infini. Donc la courbe, elle vient de moins l'infini, il arrive ici, c'est un maximum. Il descend jusque là, c'est le moins 32. Et puis, il va partir vers quoi? Vers plus infini, je ne sais pas comment. Hmm. Donc, y égale moins 1 va traverser la courbe 3 fois. Ici, 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 y égale moins 1 va traverser la courbe en 3 points différents. Donc, nous avons une racine bien avant moins 2. Nous avons une autre entre moins 2 et moins 3 demi. Et nous avons une troisième après moins 2 tiers. Hmm. Après moins 2 tiers. Donc, comme j'explique ici, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2, strictement croissante. Il y a moins 1 qui est entre moins l'infini et 0. Donc, par les théorèmes de valeur intermédiaire, sur l'intervalle moins l'infini moins 2, il existe une racine unique parce que la fonction est strictement croissante. La même chose sur moins 2 tiers, la fonction est strictement décroissante. Moins 1 est entre f de moins 2 et f de moins 3, 2 tiers. Donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction f de x égale moins 1 admet une racine unique, c'est-à-dire il existe un seul point f de x égale moins 1. Entre moins 2 tiers et plus infini, la fonction elle est croissante. Moins 1, elle est entre f de moins 2 tiers et limite de f à l'infini. Donc, aussi par le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction f de x égale à moins 1 admet une racine unique, c'est-à-dire il existe un seul point où la courbe et la droite, hein, y égale moins 1, se rencontrent. Voilà, c'est une application sur le théorème des valeurs intermédiaires. Mais moi, maintenant je vais vous proposer de vous apprendre comment utiliser la calculatrice, notamment Texas 83. Comment utiliser la calculatrice pour trouver une solution de fx égale moins 1, par exemple, dans l'intervalle moins 2, moins 2 tiers à 0,1 près, c'est-à-dire avec une erreur de 0,1. Bon, on peut mettre 0,2, on peut faire ce qu'on veut. Donc, pour entrer votre fonction, vous mettez, vous définissez votre variable. Hein, là, votre variable, c'est x. Donc, vous avez x occupe, donc x chapeau occupe. Je décale un peu plus 4x, x au carré, plus 4x au carré. Et après, plus 4x, plus 4x. Donc, ça, c'est ma fonction. Je fais Enter et la fonction est bien définie. Si vous voulez regarder le graphe, vous cliquez sur Graphe et vous obtenez la fonction qui monte, descend, puis remonte, puis ressemble au tableau des variations. Maintenant, pour regarder quand est-ce que f de x égale à moins 1 ou chercher une solution approchée, vous devez définir un tableau des valeurs. Il y a définir table, mais définir table, c'est en bleu, donc seconde. Définir table. Vous choisissez votre premier point, par exemple, moins 2. Moins 2. Ça, c'est votre valeur. Bon, le pas delta TB1, c'est le pas.
bah, déjà ici c'est 0,1, mais d'habitude, elle est donnée comme 1, mais vous pouvez modifier. Donc vous faites Enter. Pardon, je reviens. Donc tout est défini, la première valeur est définie, le pas est défini. Bah, vous allez sur tableau de valeurs, table, et vous allez trouver le valeur de f à partir de -2. Hein, et ça va plus loin, aussi loin que vous voulez. Donc, je cherche quand est-ce que f est avant -1 et passe de -1 à une valeur plus petite que -1 à une valeur plus grande que -1. Donc, le passage, bah, vous remarquez que par chance, on a une solution exacte. Hein. C'est f de -1 égale à -1. Hein. F de -1 égale à -1. Donc, c'est pas très intéressant, c'est parce que je voulais vous montrer. Là, j'ai une solution exacte sur la calculatrice. Imaginez que je cherche f de x égale à 1, par exemple, et non pas f de x égale à -1, f de x égale à 1. F de x égale à 1, dans ce cas-là, donc vous cherchez quand est-ce que je, voilà, je vais vous dire ce que je vous cherchez. Vous cherchez quand est-ce que, par exemple, f de x égale à 1. Parce que là, c'est pas intéressant. Je trouvais, donc, ma courbe, elle fait comme ça. F de x égale à -1. Je vais chercher une valeur approchée de ça. Hein, une valeur approchée de ça. Hein, à moins que je trouve une solution exacte par chance. Hein, par chance. Mais en général, non. Je cherche une solution approchée à 0,1 près. C'est pour cela que je choisis le pas égal 0,1. Bon, alors, ce qu'il faut faire, il faut chercher la première valeur que la calculatrice vous donne, qui est avant 1, et la valeur juste après, qui va donner plus que 1, une valeur de f super, donc x1, x2, f de x1 plus petit que 1, f de x2 plus grand que 1, et à ce moment-là, une solution à 0,1 près, ça peut être x1 ou x2, et si vous voulez une solution plus précise, vous prenez le milieu, vous prenez alpha égale x1 plus x2 sur 2. Ça peut être une solution plus précise. Bon, je reviens à la calculatrice pour voir la valeur avant 1 et après 1. Bah, je descends, parce que là, 0, voilà, je passe f de 0,2, c'est un 0,9, 6, 8. Et f de 0,3, c'est 1,5. Donc, je passe de 0,9 à 1,5 entre 0,2 et 0,3. 0,2 et 0,3. Donc, comme ça. Voilà. Donc, je regarde avec un zoom 0,2. 0,3, la courbe montée, hein, la courbe montée, non, c'était pas comme ça, la courbe montée comme ça, et F, la courbe ne montait pas comme ça du tout, la courbe montait comme ça, et F de 0,2 était 0,9, F de 0,3 était à peu près 1,5. Donc le 1 était ici. Hein, le 1 était ici, je change de couleur. Le 1 était aussi. Donc, la courbe coupe la droite en ce point. Et la valeur approchée de la racine x est 0, bah, vous dites une valeur approchée, alpha, égale par exemple 0,2 ou 0,3. Hein, 0,2 est une solution, est une solution approchée de f de x égale 1 à 0,1 près. Bon, vous pouvez prendre 0,3, mais une solution plus précise, si vous voulez, c'est lorsque vous prenez alpha, c'est 0,2 plus 0,3 sur 2, c'est-à-dire 0,5 sur 2. Donc, c'est 5 10 puissance au moins 2, donc c'est de 0,25.
0,25, c'est une solution plus précise. 0,25, c'est une solution plus précise parce que son image est beaucoup plus proche de 1 que f de 0,2 ou f de 0,3. Donc, c'est comme ça que vous utilisez la calculatrice. Bon, je vais effacer tout ça. D'accord, donc on a fini l'étude de variation, on a fait une application sur les théorèmes des valeurs intermédiaires. Maintenant, je passe à la notion des dérivées d'ordre supérieur. Donc, je considère une fonction qui est dérivable sur i. Dire que f est deux fois dérivable, ça veut dire que la fonction f' est dérivable. Parce que là, vous avez dit que f est dérivable sur i. Donc, pour x appartient i, on a f'(x) appartient R, c'est une valeur finie. Donc, je peux définir une fonction f' de i à valeur dans R, qui à x, j'associe quoi? F'(x). Donc, ça, c'est une fonction comme si vous l'appelez g. Voilà, c'est une fonction g. Lorsque vous dites que f est deux fois dérivable, sur i, c'est que vous dites que g est dérivable. Dérivable une seule fois. F est dérivable si et seulement si G est dérivable sur I. Donc G'(x), c'est ça la dérivée seconde de F au point X. Et vous pouvez, par récurrence, définir la dérivée d'ordre n. Donc F seconde est appelée la dérivée seconde de F. La dérivée nème, c'est la dérivée de la dérivée n-1. C'est ça. La dérivée d'ordre 3, c'est la dérivée de la dérivée seconde. Voilà, mais on n'en parle pas trop. On se contente de dérivées premières et dérivées secondes. Exemple, voilà, vous avez la fonction f de x égale x2 ex. Là, vous devez comprendre lorsque vous dites x2 ex, donc vous avez une fonction u de x multipliée par une fonction v de x. Et lorsque vous calculez la dérivée, vous utilisez la formule u'v plus uv'. Avec u', la dérivée de x2, c'est 2x. V', la dérivée de ex, c'est ex. Et vous remplacez. Donc, c'est 2x ex, parce que ça c'est v, ça c'est u. Donc, ça c'est u et ça c'est v. Plus u qui est x2, ex. Vous prenez ex facteur commun et vous trouvez x2 plus 2x. J'ai pris quoi? Ex facteur commun. Ça, c'est la dérivée première. La dérivée seconde, c'est la même chose. Vous avez tout ça, c'est u, vous avez tout ça, c'est v. Et là, vous calculez f seconde x, c'est la dérivée de f'. C'est la dérivée de f'. Et la dérivée de f', c'est encore une fois u'v plus uv'. U', c'est 2x plus 2. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de 2x, c'est 2. V plus u, qui est x2 plus 2x, multiplié par v', qui est quoi? Qui est x. Encore une fois, vous prenez ex facteur commun, vous allez trouver 2x plus 2 plus x2 plus 2x, le tout ex, vous réduisez et vous ordonnez x2, 2x plus 2x, c'est 4x plus 2 ex. Ainsi de suite. On fait la dérivée tierce de la même façon. Donc, je vais passer